Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde dédiée spécialement pour les membres du laboratoire technique et scientifique de la police nationale qui ont pour vocation d'aider à résoudre les enquêtes et à identifier les auteurs d'infractions grâce à des procédures modernes. Par ailleurs, c'est un laboratoire équipé d'un matériel flambant neuf. Le laboratoire technique et scientifique de la police nationale est une structure unique en son genre dans l'ensemble de l'Afrique de l'Est. Alors, pour en savoir un peu plus sur le quotidien des membres de ce laboratoire, à ma gauche donc se trouve commandant Farhan Abdurrahman, responsable de ce laboratoire technique et scientifique de la police nationale et aussi responsable du service d'incendie et explosion. On a aussi le lieutenant Nafissa Omar, responsable du service des traces physico-chimiques. À ma gauche, j'ai le lieutenant Kafi Adan, responsable du service toxicologie et stupéfiants. Et à côté de lieutenant Kafi se trouve le lieutenant Warsama Youssouf, responsable du service biologie. À présent donc, pour en savoir un peu plus sur le quotidien des membres de ce laboratoire technique et scientifique de la police nationale, je vais donc sans plus tarder donner la parole au commandant Farhan Abdurrahman, responsable du laboratoire technique et scientifique de la police nationale. Bonsoir Mohamed, merci pour me donner la parole. Donc, je suis le responsable du laboratoire de police technique et scientifique et je suis dans la police depuis 13 ans. J'ai un diplôme d'ingénieur en chimie analytique. Donc, ce laboratoire n'a pas été conçu comme par hasard. Ça rentre dans l'optique du développement et de l'évolution de la police nationale. Et c'est grâce à ce développement que le colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, il tient toujours à cette évolution, à ce développement de la police nationale. Si on peut introduire le laboratoire est là pour développer, à aider les enquêteurs qui traitent les affaires judiciaires. Normalement, on part ensemble avec les enquêteurs, les OPJ qui sont déployés dans les différents arrondissements, dans les différents commissariats. Et on fait les constatations sur place sur les infractions. Peu importe les infractions, on peut aller du simple vol jusqu'aux affaires un peu plus graves. Les viols, les affaires de meurtre, les affaires terroristes, les affaires de stupéfiants. Donc on se déploie sur tout le territoire national pour essayer de collecter le maximum de traces et indices pour aux fins d'analyse et essayer de retrouver les auteurs, des infractions et de conduire ces gens-là au parquet. Donc ce projet-là, c'est un projet qu'on avait initié depuis 2008 avec le directeur général de la police nationale. On avait commencé par mettre en place le projet, à mettre le plan du bâtiment. On a essayé de faire un listing des équipements qu'on a besoin pour le laboratoire. Petit à petit, on a commencé par bâtir notre laboratoire. Et aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons des équipements qui sont uniques dans la région de l'Afrique de l'Est. Nous avons le système, les analyses ADN se font par une machine, la Rapid DNA. Cette machine, il n'y a que 3 pays en Afrique qui ont cet équipement. Donc Djibouti en fait parmi ces 3 pays et c'est un honneur, pour
pour toute la nation d'avoir un équipement pareil. Après, on parlera plus en détail sur cet équipement. D'accord. Et il y a d'autres équipements, par exemple le comparateur Leica FSC pour les analyses balistiques de douilles, de cartouches, dans les affaires de meurtre, s'il y a eu de meurtre avec tir par arme à feu. Donc on fait des comparaisons grâce à ce comparateur. Cet appareil-là aussi, il est dans 6 pays en Afrique. Donc Djibouti, malgré sa petite taille géographique, mais c'est un très grand pays qui commence à se développer en technologie et tout ce qui est technologie moderne dans la science. Et ça, c'est dans l'optique de son Excellence, le Président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui tient toujours à maintenir ce cap en avant de notre pays, à développer dans tous les secteurs de notre pays. Donc, la justice avait besoin de ce laboratoire de police technique scientifique afin d'élucider et d'avoir des procès justes. Donc maintenant, grâce au laboratoire de police scientifique, des analyses ADN vont se faire, des prélèvements vont se faire sur la scène des crimes. La personne qui a commis cet acte-là, grâce à ces indices fiables, grâce à ces analyses justes, ils vont faire leur rapport et pour aider les enquêteurs à élucider les enquêtes. Donc, ce laboratoire technique et scientifique est réparti en combien de services? Donc là maintenant nous sommes sur 6 sections. La section biologie. La section biologie, c'est tout ce qui est analyse ADN, prélèvement sur scène des crimes, de tout ce qui est liquide biologique qu'on peut retrouver sur la scène des crimes. Lorsqu'on parle de liquide biologique, c'est les traces de sang, les traces de salive, de sueur, de sperme, et tout ce qui est traces biologiques qui peuvent venir d'un corps humain. Si je laisse mes mains sur ce plateau, j'ai laissé mes cellules sur ce plateau. Donc je peux faire un prélèvement sur cet endroit-là et on peut retrouver mon ADN. Donc c'est la même chose. Lorsqu'on part sur une scène de crime, on essaie de se mettre dans la peau de l'auteur. On se met dans la peau de l'auteur, par où il peut passer, par où comment il a acté pour commettre ce crime, et essayer de rechercher les endroits susceptibles de toucher, faire des prélèvements pour être plus sûr que c'est cet endroit-là qu'on va faire le prélèvement. Parce que lorsque on fait un prélèvement d'un indice, il faut qu'on soit sûr que c'est juste l'auteur qui a touché cet endroit-là. D'accord. Parce que là maintenant, on est passé sur ce plateau, il y a plusieurs personnes qui ont touché ce plateau. Si je fais les prélèvements, je peux avoir l'ADN d'autres personnes sur ce plateau. Donc l'acte qui se commet dans cet espace-là, dans cet endroit-là, il peut nous conduire vers une autre personne qui était innocente. Mais pour retrouver l'auteur du crime, il faut aller chercher les endroits spécifiques que l'auteur du crime a touché. Par exemple, le couteau qui a été utilisé pour un meurtre ou pour une violence, la personne qui a poignardé, il va laisser ses traces d'ADN sur la manche du couteau. Donc on va faire des prélèvements sur la manche du couteau et faire l'analyse. D'accord. Si quelqu'un d'autre touche le couteau par accident, par méconnaissance, des fois, voilà le couteau, on va trouver son ADN, mais après, avec les enquêteurs, on travaille toujours en collaboration avec les enquêteurs, et c'est comme ça qu'on conduit nos rapports pour essayer de déterminer
les auteurs des crimes et que l'on soit le plus juste et que notre résultat soit le plus fiable. Donc on ne veut pas aussi conduire des personnes innocentes par maladresse en prison. Donc il faut que le travail, on se concerte avec les enquêteurs et on se concerte entre les différents officiers des différentes sections pour essayer d'élaborer un rapport correct sur cette affaire. D'accord. Donc Merci. il y a la section, on a parlé là maintenant de la section biologie, il y a la section des traces physico-chimiques, il y a la section incendie-explosion. À Djibouti, il y a beaucoup des incendies. Jusqu'à présent, on n'arrivait pas à déterminer exactement c'est quoi les causes des incendies. Selon les enquêtes, selon les auditions, selon ce qui s'est dit dans le quartier, on essaie de retrouver par où ça a commencé, qu'est-ce qui a été la cause exacte de l'incendie. Déclenchement, quoi. Du déclenchement. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exact. Mais là, maintenant, il y aura des analyses qui vont se faire. Il y aura des recherches. Lorsqu'on ira sur la scène des incendies, il y aura des prélèvements qui vont se faire sur la zone. On doit déblayer la zone, on doit faire des prélèvements, des récipients métalliques. Et là, on pourra savoir s'il y a un truc accidentel ou criminel, s'il y a des traces de carburant, s'il y a des traces qui a causé cet incendie. D'accord. L'élément exact qui a déclenché. Voilà. Donc on aura des réponses exactes à fournir aux enquêteurs pour avancer dans l'enquête. Donc il y a la section aussi toxicologie et stupéfiants. Dans cette section-là, c'est la même chose. On parle de tout ce qui est toxicologie, les poisons, les personnes qui peuvent décéder deux fois par méconnaissance. Il est mort, Allah yarham, on dit, il est décédé. On ne sait pas qu'est-ce qui l'a tué. La personne, elle était bien, elle n'avait aucun problème de maladie, elle décède. S'il est mort. Mais là, maintenant, on aura l'équipement qui pourra faire les analyses poussées et essayer de retrouver s'il y a des traces de poison ou de traces de n'importe quel produit qui peut causer la mort de cet individu. Donc on fait les autopsies avec le médecin légiste. Donc on fait les autopsies avec le docteur Samatar. Les prélèvements se font au moment de l'autopsie. On nous présente les échantillons. Les échantillons vont se faire grâce à la chromatographie en phase gazeuse couplée avec le spectromètre de masse. Ça aussi, c'est un équipement qui est très performant et qui donne des résultats sur des traces. Lorsqu'on parle de traces, on parle d'une quantité infinitésimale de la molécule qui peut causer la mort. D'accord. On parle du nanogramme, du picogramme, c'est des très petites quantités qu'on peut retrouver encore sur le corps humain. Donc, à part les poisons, on fait aussi il y aura des analyses d'alcoolémie, les gens qui conduisent les véhicules de façon très rapide, en étant en état d'ivresse. Ils commettent un accident, il y aura des prélèvements qui vont se faire sur ces individus-là et on donnera un taux d'alcoolémie. S'il y a des traces de stupéfiants, de drogue qu'il a consommé, il y aura des analyses aussi pour les drogues. Donc, comme je vous ai dit, c'est un laboratoire qui va toucher une grande gamme du domaine des enquêtes judiciaires et qui viendra aider les enquêteurs pour résoudre, élucider leur affaire. D'accord. Merci, commandant Farhan Abdurrahman. Je reviendrai plus tard pour votre spécialité. À présent, je donne la parole à lieutenant Kafi Adan, en charge du service de la toxicologie et stupéfiants. Oui, bonsoir. Je me présente, en fait, vous l'avez déjà bien dit, en fait. Moi, je suis responsable de la section toxicologie. Tout d'abord, j'aimerais bien expliquer ce que c'est la toxicologie.
La toxicologie, en fait, c'est une science pluridisciplinaire et c'est l'étude des substances toxiques. Et elle se base sur la recherche et l'analyse des substances toxiques dans différents domaines, dans les aliments, dans les médicaments. Et son but, c'est de lutter leurs effets néfastes dans l'environnement, dans l'organisme aussi. Mais concernant la police technique et scientifique, qu'est-ce qu'elle peut apporter, la toxicologie? On peut dire que, par exemple, dans les cas des accidents, comme l'a si bien dit le commandant Farhan, on peut faire des analyses et savoir si le conducteur était sous l'emprise de drogue ou bien d'alcool. Et par exemple, lors de l'autopsie ou bien s'il y a eu un meurtre, on peut faire des analyses, savoir si la personne a été empoisonnée ou pas. Et c'est à partir de la toxicologie, faire de prélèvements et après, au sein de l'appareil comment dire, la chromatographie, on peut faire des analyses et elle peut nous donner l'identification et la quantification de la substance en question. J'aimerais aborder sur ce que c'est les stupéfiants. C'est des produits illicites et qui se vendent de manière illégale. Et c'est dans le laboratoire de toxicologie également. On fait des recherches de ces stupéfiants. Et ce que j'aimerais mentionner, c'est que une fois que sur le terrain, si par exemple on fait des saisies des produits qu'on ne sait pas ce que c'est, il y a des mallettes qui sont dans le laboratoire et qui sont transportables. Et une fois sur le terrain, on peut faire quelques tests. C'est des tests de détection, c'est des préliminaires pour savoir ce que c'est. Et une fois si c'est positif ce résultat, on peut apporter ces échantillons dans le laboratoire et faire avec des recherches sur l'appareil, avec l'appareil chromatographique. Et l'appareil chromatographie, c'est un appareil de confirmation aussi. Ça nous permet vraiment de fiabiliser ce résultat et de nous donner des résultats fiables avec des quantités exactes. Donc voilà, une fois sur le terrain et puis au laboratoire, il faut faire ce test de confirmation. D'accord. Merci. Merci à vous, lieutenant Kafi. À présent, je passe la parole à lieutenant Warsam Youssouf, en charge, bien sûr, du service biologie. Bonsoir, merci Abdelrahman. La section biologique fait partie de l'un de 6 sections que comporte l'APTS, la police technique et scientifique. Et donc, la section biologie, on entend par là l'ADN. L'ADN qui a été un outil crucial pour la recherche scientifique ainsi que sur la recherche de maladies et là maintenant sur la criminologie. Et donc, on se focalise sur l'ADN pour pouvoir aider et faire avancer les enquêtes afin... Et pour être précis, dans quelle enquête vous intervenez? On intervient dans tout type d'enquête, parce que l'ADN peut se trouver dans n'importe quelle enquête. D'accord. Donc, on a à notre disposition une machine que le commandant a mentionné son importance, qui est le DNA rapide. Et donc, on utilise 2 compartiments, 2 types de chips, le chip A et le chip A. Donc, on peut l'utiliser dans 5 personnes en même temps. On peut lancer le profil ADN de 5 personnes. Et donc, il s'agit d'un échantillonnage buccal pour non seulement alimenter notre base de données, mais aussi pour un éventuel suspect prélevé au niveau de la joue.
L'autre type de chip est le iChip, qui consiste à faire le prélèvement dans le sein des crimes. Donc, bien évidemment, il s'agit d'une infime quantité d'ADN, et donc cette chip permet, à sa forte concentration, permet de faire un profil génétique. D'accord. Je suppose que quand vous récoltez toutes ces informations et ces traces, vous les mettez dans une base de données. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre base de données de profil génétique? Donc, comment elle fonctionne? La base de données, d'ailleurs même, on l'utilise sur le suspect, sur les scènes des crimes, mais lorsque les OBJ ils signalisent quelqu'un. Donc on fait un prélèvement au niveau de la joue. D'accord. Pour que éventuellement, si il participe à une scène de crime ou commet une infraction, on pourrait le trouver dans la base de données. Et donc cette base de données, ce n'est pas des images de la personne ou une photo de la personne, c'est en fait le profil génétique de la personne. Donc, à travers son sueur ou le sang qu'il a laissé dans le sein des crimes, on remonte à avoir un profil génétique. Donc c'est ainsi que fonctionne votre service. Donc au début, lorsqu'on a acquis cet appareil-là, on a commencé par faire pour alimenter notre base de données. D'accord. On a commencé par faire un prélèvement buccal sur les personnes condamnées dans la prison civile. D'accord. Donc on s'est déplacé sur la prison civile et toutes les personnes qui sont condamnées, incarcérées dans la prison civile, on a fait leur prélèvement, noté leur nom, photographié et commencé à créer une base de données de personnes criminogènes. Comme ils ont commis, on n'avait pas à cette époque-là, on n'avait pas la base de données ADN, on n'avait pas cet outil-là. Donc on a commencé par eux déjà pour essayer d'alimenter. D'accord. Et là maintenant on a commencé par ces individus. Au niveau de la prison, on a prélevé à peu près sur 220 personnes au niveau de la prison. Et on continue à travailler avec la prison civile. On est en train de travailler avec eux pour continuer à faire ces prélèvements au niveau des personnes incarcérées. Et on continue, on travaille avec les OPJ qui font les enquêtes au quotidien, que ce soit des violences, que ce soit des agressions, que ce soit des vols. Dès qu'il y a une infraction qui a été commise, ils ramènent les personnes, on les signalise. La signalisation, c'est relever les empreintes digitales, faire la photographie, prendre toutes les informations sur la personne, l'identité de la personne, et vous lui créez un profil. Voilà, on fait un prélèvement buccal. C'est un écouvillonnage. Un écouvillon, c'est comme les cotons-tiges pour les oreilles, mais il est un petit peu plus épais pour essayer d'absorber au maximum de matière génétique. Donc on fait un prélèvement buccal, on frotte au niveau des joues à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose de douloureux, on fait pas mal aux gens, c'est juste délicatement on fait un prélèvement au niveau de la joue gauche, au niveau de la joue droite, et on remplit des fiches pour que... Et toutes ces informations sont mises dans la base de données. C'est mis dans la base de données. Et cette base de données vous permet d'illucider beaucoup d'enquêtes. Donc l'appareil, si on parle d'efficacité de cet appareil, pourquoi on est parmi... Il n'y a que 3 pays en Afrique qui disposent de cet appareil-là, parce que c'est un appareil qui est très performant, qui est très sophistiqué. Plusieurs institutions aux États-Unis se sont mis pour créer cet appareil. Il permet d'avoir un profil génétique en 90 minutes.
D'accord. Donc ça, c'est un record pour tout ce qui est analyse ADN. Dans le système classique, lorsqu'on fait un système classique d'extraction de profils génétiques, la durée minimale pour avoir un profil génétique, c'est aux alentours de 18 heures pour avoir un profil génétique. Donc lorsque un OPJ il fait une arrestation, il ramène un individu, il fait le prélèvement, l'OPJ il veut avoir une réponse rapide par rapport aux traces qu'on a trouvées sur la scène des crimes et le prélèvement buccal qu'on a fait sur le suspect. Si je lui donne la réponse après 18 heures, il y a une durée de garde à vue qui est limitée. L'enquête, il faut qu'elle avance. Si je trouve une réponse rapidement sur cette personne, je vais aller faire des recherches, d'autres recherches chez lui, là où il a commis son acte et essayer d'avancer rapidement dans notre enquête. Donc, lorsqu'on utilise le système classique qui est limité sur une durée de 18 heures, l'enquêteur, il est bloqué avec cette technique. Mais grâce à notre rapide DNA, en 1h30, on a un résultat. C'est-à-dire, j'ai fait le prélèvement à 8 h du matin, à 10 h, j'appelle l'OPJ, je lui dis, oui, monsieur, telle personne, on a retrouvé son ADN sur la scène des crimes. Que l'écouvillon qu'on a prélevé sur le sang, qui était sur le couteau, appartient à monsieur tel. Donc là déjà, on peut avancer rapidement sur l'enquête, essayer de pousser nos enquêtes, de pousser nos recherches, de pousser. Donc c'est ça ce qui est important à mettre en question. C'est que maintenant, l'efficacité des enquêteurs, l'efficacité de la police nationale, c'est dans cette rapidité d'avoir des réponses. J'ai eu un indice. Avant cela, avant qu'on ait le rapide DNA, on envoyait à l'étranger l'ADN. Il y a eu des affaires très importantes à Djibouti, des affaires de crime, et ça tarde sur la chaîne judiciaire. Mais là maintenant, on parle d'une efficacité rapide. En 1h30, je peux déjà donner une réponse aux enquêteurs et continuer à avancer dans notre enquête. Je trouve cette trace, je la lie avec une personne. Cette personne va commencer à parler, les enquêteurs vont commencer par auditionner par rapport à cette trace. Il va donner des informations, on va partir sur ces informations, essayer de faire d'autres recherches et avancer rapidement et présenter un rapport complet et efficace. Voilà, pour le parquet. Et le parquet, il aura une facilité de prendre les décisions. Oui, avec des preuves tangibles. Voilà, lorsque tu présentes ces preuves qui sont, comme vous dites, tangibles, il n'aura pas trop de difficultés à prendre donner un jugement. Décision. Voilà. De plus, cet appareil, le rapide DNA, il peut nous servir à faire des analyses de tests de paternité, et ceci peut rentrer dans une multitude de secteurs. Donc ça peut être dans les cas judiciaires où il y a des conflits d'héritage ou n'importe quel conflit qui peut être de lien familial. Et on peut aussi l'utiliser dans les cas de découverte de cadavres dont on ne connaît pas l'origine, la famille. On fait des prélèvements et on attend que des familles se manifestent pour demander leur corps. Et dans ce cas-là, on fait des prélèvements sur les membres de famille et on fait le lien de parenté grâce à cet appareil, le rapide DNA. Donc on peut l'utiliser dans le cadre de l'immigration clandestine. À Djibouti, on sait qu'on est devant ce fléau où il y a plusieurs clandestins qui traversent la frontière pour aller vers le pays du Golfe, et la plupart d'entre eux succombent dans le trajet
ou bien il y a des accidents dans la mer, les bateaux qui chavirent, et il y a beaucoup de cadavres, il y a beaucoup de corps qu'on récolte de la mer. Dans ce cas-là, on peut faire des prélèvements sur le corps. On fait pour essayer de déterminer le profil génétique. Donc en fait, s'il y a des familles qui se manifestent, qui cherchent la personne qui est sortie du pays, de nos pays voisins, et ils demandent le corps, on leur fera aussi le prélèvement. Donc on peut travailler avec l'organisation de l'immigration, l'OIM, on peut travailler avec le Haut Commissariat des réfugiés pour essayer de déterminer les cadavres, leur origine. Est-ce qu'ils sont des Djiboutiens, est-ce que c'est des Éthiopiens, des Somaliens? Ça nous permet de faire ce lien de parenté pour essayer de remettre le corps à la famille. Il y a aussi les cas de crash d'avion, s'il y a des crashs ou il y a des accidents ferroviaires difficiles où on trouve des cadavres, des morceaux de cadavres, pour essayer de remettre chaque morceau avec le corps principal, pour être au fin d'inhumer le corps. Donc dans ce cas-là, on fait des prélèvements sur chaque partie de corps qu'on découvre sur la scène, et on commence à numéroter et on fait les analyses. Après, on dit voilà que tel morceau va avec tel morceau, c'est le même profil génétique. Telle partie du corps va avec telle partie du corps, c'est le même profil génétique. Et on construit petit à petit le corps de la personne afin de remettre à la famille et qu'ils unissent leur corps. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes en train de travailler pour essayer de collecter les morceaux de corps qui sont issus du crash de l'avion qui a eu lieu en 2019 en Éthiopie. Nous sommes en train de travailler avec l'autorité éthiopienne, avec la police éthiopienne, pour pouvoir retrouver chaque morceau avec chaque partie du corps et remettre aux familles ces morceaux-là pour qu'ils unissent. Donc ce laboratoire, comme je l'ai expliqué depuis le début, ça va être un laboratoire qui permettra de présenter une expertise spécialisée dans la région. Nous pouvons aider dans le cadre des explosions, comme Djibouti se trouve dans une région assez agitée dans nos pays voisins, en Éthiopie, en Somalie, au Yémen. Donc on peut les aider sur différentes recherches et analyses. De plus, on peut travailler avec les ambassades pour les demandes de visa. Lorsque les personnes veulent demander à un membre de famille, il s'agit de mon frère, il s'agit de ma fille, et on demande un visa pour une personne qui a une nationalité à l'étranger, on pourra faire des prélèvements sur la personne et déterminer si cette personne est réellement de la même famille du monsieur qui se trouve à l'étranger. Donc c'est un laboratoire qui possède toute cette technologie, et on doit maintenant le mettre en marche et valoriser le travail de la police nationale, valoriser le travail de l'enquêteur, et mettre Djibouti en avant dans la région de l'Afrique de l'Est. D'accord. Du moment que vous disposez des matériels pareils, très sophistiqués, est-ce que vous partagez votre expérience avec les autres entités de la police judiciaire comme la gendarmerie pour pouvoir y suivre d'autres enquêtes? Le laboratoire, c'est la politique du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Comme je vous ai dit, ça vient c'est sa décision, c'est
c'est lui, nous on a présenté au début, en 2008, un grand rapport pour la création du laboratoire de police technique scientifique. Et il a vu qu'on est dans la nécessité de créer ce laboratoire. Parce que les crimes, on est en pleine évolution, oui, et les crimes évoluent. Les criminels, ils sont avec l'accès sur Internet, c'est accessible sur téléphone, les gens regardent n'importe quoi sur les téléphones. Et on a tendance à voir des crimes qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Donc les mentalités ont changé, ça a évolué. Et nous aussi, il faut que la police évolue dans ce sens-là. Dans ses recherches. Donc, oui, c'est un laboratoire national, normalement. C'est un laboratoire, le laboratoire de police technique scientifique. Il est là, ouvert pour toutes les institutions, pour les aider, pour aider les enquêteurs à résoudre leur enquête. Donc, s'ils font des prélèvements sur scène de crime, il suffit de nous présenter leurs prélèvements, leurs indices qu'ils ont faits. On fera en sorte pour les aider dans la recherche et les analyses. D'accord. Donc c'est comme on fait, par exemple, le docteur Samatar. Il fait les autopsies pour les enquêtes que les policiers gèrent et les enquêtes que les gendarmes gèrent. Donc tout se fait légalement dans le cadre légal judiciaire. Donc il y a une certaine collaboration entre... Il y aura une collaboration avec les gendarmes, avec les gardes-côtes, avec toutes les institutions. Du moment que vous disposez des matériels uniques. Voilà, ce laboratoire-là, c'est un laboratoire de police technique scientifique qui va aider toutes les institutions judiciaires qui sont présentes sur le territoire national. D'accord. Merci beaucoup, commandant Ferhan. À présent, je passe la parole à lieutenant Nefissa, en charge du service des traces physico-chimiques. Oui, bonsoir. Merci Mohamed. Oui, si je me présente un peu, je suis dans la police depuis presque 6 ans. Et depuis 6 ans, en fait, j'ai été prise spécifiquement pour ce labo. Et depuis ces 6 ans-là, je bénéficie de formations dans différents pays pour se préparer à ma section. D'accord. Et si je présente un peu ma section elle consiste à tous les traces physico-chimiques, c'est-à-dire dans une scène de crime. D'accord. Il y a toujours comme le principe de Locard le dit, il y a toujours le malfaiteur il laisse toujours des traces, comme il peut l'emporter. Exactement. D'autres. Donc les traces sont spécifiquement tout ce qui est peinture, fibres, puis comment dirais-je, les traces de semelles. Sur les verres aussi. Le verre, oui, tout ce qui est matériel, de sable. Donc dans ma section, on prend tous ces matériaux dont on fait la comparaison. Et le travail commence du scène de crime, on se déplace dans la scène de crime pour pouvoir orienter le technicien sur le terrain, là où peuvent prendre ces matériaux. Et puis après, on prend ces matériaux, on peut analyser dans le labo par de matériel spécifique. D'accord. Quels sont les deux matériels? En fait, pour le moment, il y aura le GCM. D'accord. Et pour le moment, on utilise aussi le microscope. D'accord. Et là, maintenant, on fait la base de données de tous les semelles. D'accord. Dont on se rend dans différentes boutiques de chaussures, où on prend les différents types de chaussures, où on fait la photographie de semelles. D'accord. On photographie, on met dans les bases de données. D'accord. Et puis aussi, on fait tout ce qui est base de données de terre, sable. Oui. Dont on se déplace de prendre les sables dans les différents balbalas. Ah d'accord. Dans les différentes communes de la République. Saline-Ouest ou dans les plages. On essaie de prendre un échantillonnage
échantillonnage. Faut faire un Quelle est l'utilité de prendre ces échantillons? L'utilité, en fait, c'est qu'on peut savoir de quel type, si on trouve une semelle, on sait de quel type D'où provient, quoi. Oui, de semelle il s'agit, donc de quel type de semelle il porte le malfaiteur. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on fait, et si jamais on trouve un suspect, et on essaie de comparer ces semelles avec celles retrouvées dans la base de données. Dans la base de données. Oui. D'accord. Puis il y a les peintures. Les peintures, c'est tout ce qui est accident de voiture et D'accord. peinture de voiture. Donc on essaye de se rendre dans les différentes chemins pour récolter, de faire des échantillonnages de ces peintures pour pouvoir faire une base de données aussi. Et après, comparer de quelle voiture il s'agit si on trouve dans une scène de crime ou un accident de voiture. Merci, lieutenant. Nafisa, vous rajoutez quelque chose, mon commandant? En fait, lorsque vous avez posé pourquoi, c'est quoi l'utilité de cette trace, il faut savoir que le sable, il est différent. La composition du sable, du silice, il est différent d'un endroit à un autre. Oui. Il peut être plus salin, plus alcalin, plus... il y aura une analyse qui va se faire par rapport à chaque échantillon de terre qu'on va prendre sur les différents secteurs de Djibouti. Et ces analyses-là vont nous permettre de conduire l'enquête. Toujours, c'est pour conduire l'enquête. Le monsieur, il va te dire, non, moi, je n'étais pas, je ne me trouvais pas à tel endroit. Oui. Monsieur, d'accord, vous dites que vous ne vous trouvez pas à tel endroit, mais on a trouvé sur vos chaussures ou bien dans les pneus, dans les sillons de vos pneus de voiture, des sables qui proviennent de cet endroit. Est-ce qu'ils sont venus par hasard, ce trace de sable-là? Ou bien vous êtes passé dans la journée, ou bien dans les jours à passer, vous êtes passé par cet endroit? Bon, il faut savoir, après, selon la météo de l'endroit, est-ce qu'il était pluvieux, est-ce que c'était... on doit toujours faire cette étude-là. D'accord. Ok. Est-ce que vous faites une mise à jour de ces prélèvements, de ces échantillons? Les mises à jour, vous les prélevez une seule fois? Non, non, je te dis, ça devient, on doit faire selon la météo. D'accord. Selon la météo, parce que des fois, lorsqu'il y a un phénomène d'érosion, il y a l'oued qui est passé, le sable va changer d'un passage à un autre. Surtout, c'est à ce moment-là, après le passage de pluie, la couche supérieure de sable qui se trouvait peuvent changer. D'accord. Donc, on essaie de faire de prélèvements. Tous les combien? Tous les 3 voilà, mois, 4 mois? ça dépendra de la climat, situation quoi. du climat, quoi. On va dépendre du climat. S'il y a eu une pluie, on peut aller se déplacer sur les différents secteurs, faire des prélèvements et essayer de faire des analyses. Il se peut que ce soit les mêmes types de sable qui restent, mais des fois ça peut changer avec le temps. Le passage de sable, ça peut ramener d'un autre endroit le sable et le déposer sur là où l'oued s'est posé ou bien le nid. Donc, la même chose pour les peintures, pour les traces de verre, pour les traces de fibres. Moi, maintenant, je suis adossé sur la chaise. Je veux me lever, je vais laisser les traces de fibres, de tissu sur cette chaise-là. Donc, je vais venir sur un cambriolage de véhicule. Le monsieur, il a volé le véhicule, l'a laissé ailleurs et il s'est enfui. C'est quelque chose de commun maintenant à Djibouti où on casse, on braque les voitures, on fait un petit tour avec et on le jette quelque part dans la ville. Je ferai un prélèvement avec de l'adhésif, avec un scotch pour essayer de rechercher des fibres. Donc là, à ce moment-là, lorsque je prélève l'adhésif, je vais regarder avec le microscope, je vais voir une multitude de fibres. D'accord. Et ces fibres-là, elles vont être notées, classifiées. Je vais essayer de regarder les différents endroits où je trouvais ces différentes fibres. On peut trouver des traces de cheveux. S'il y a un suspect qui est arrêté,
grâce à aux autres indices qu'on a trouvés, par exemple le toucher, lorsqu'il a touché le bidon, volant. je peux trouver, voilà, je peux trouver de l'ADN, je peux trouver des traces papillaires de doigts. Donc, il va nous conduire vers une personne. Cette personne-là, ils vont nous le présenter. On va faire des échantillonnages sur ses habits. On va comparer. On va lui dire non, monsieur, ce n'est pas ces habits-là que tu portais. Tu portais une tenue qui était plutôt de ce type-là, C'est du nylon, c'est du coton, c'est du polystyrène. Donc, on peut toujours conduire à. C'est toujours des indices qui viennent s'ajouter l'un avec l'autre pour conduire l'enquête, pour essayer de donner le maximum d'informations aux enquêteurs et élucider les affaires. Oui. Donc cette trace-là, c'est une trace qui est très très importante parce que la personne, lorsqu'elle rentre sur une scène de crime, elle doit laisser des traces. Elle doit laisser, dans son passage, elle doit laisser quelque chose. Ou bien elle va enlever avec elle de cet espace-là des éléments. Donc ça, c'est le principe de Locard, on appelle. Edmond Locard, c'est le père de la police scientifique. Donc lorsque je passe le passage dans une scène, je laisse mes traces sur la scène et lorsque je sors, je m'enfuis, je veux prendre avec moi ces traces jusqu'à l'endroit où je me squattais. Donc je vais faire des prélèvements de sable, des prélèvements de fibres, de cheveux, de pollen, tout ça, ce sont des indices qui sont importants. Est-il possible de ne jamais retrouver des empreintes sur une scène de crime? Les empreintes, c'est possible qu'on n'en trouve pas. On a eu des affaires similaires. On a eu des affaires. Les gens, comme je vous ai dit, ça évolue. La criminalité évolue à Djibouti. Les gens sont plus connectés, ils savent comment ça se passe, ils regardent les séries télévisées et ils commencent à comprendre que si j'opère d'une façon appropriée, je ne veux pas laisser mes traces d'empreintes. Alors dans ce cas-là, comment vous faites si vous ne trouvez pas des traces sur cette scène de crime? Comment vous procédez? Le processus, il est toujours sur le principe d'échange de Locard. D'accord. La personne, lorsqu'elle va rentrer sur la scène des crimes, elle doit passer par un endroit. Elle doit passer par la porte, elle doit passer par une fenêtre, elle doit accéder en marchant sur le sol. Et là, on va commencer à faire les prélèvements. Là, maintenant, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder comme ça sur le sol. Je vois des traces de semelles, qui sont posées. Donc, ces traces-là, tu ne peux pas les éviter. Elles sont là, la personne, elle va intervenir sur la scène des crimes, elle va laisser des traces de semelles, elle va laisser des traces de sueur. La personne, elle est stressée. Le voleur qui va rentrer pour voler quelque chose, à Djibouti, il fait chaud. Il va commencer à transpirer, ça va dégouliner un petit peu en essayant de forcer une caisse ou bien un casier, en essayant d'ouvrir avec un tournevis. Tout ça, ce sont des traces pour moi. Lorsqu'il va essayer, même s'il porte d'autres moyens pour cacher les empreintes, le trace de pesée qu'il va utiliser pour ouvrir cette caisse ou bien pour ouvrir ce casier-là, va déformer cette surface. Je pourrais faire sortir l'outil qui a été utilisé pour ouvrir cette caisse, pour ouvrir. Lorsque je veux trouver ce suspect-là, je vais essayer de chercher cet outil-là. Si je trouve cet outil, je pourrais faire le lien entre cet outil et la caisse. Donc c'est comme ça que donc les traces de semelles qu'on est en train de construire, les traces de semelles de chaussures, c'est dans ce cadre-là, parce que la personne, elle va rentrer avec ses sandales ou bien ses chaussures. On va photographier, ces types de chaussures se vendent à tel endroit. Tel endroit, on se déplace avec les OPJ. Monsieur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acheté? Oui, il peut nous aider. Ils peuvent avoir des caméras de surveillance. Maintenant, la plupart des boutiques, ils ont des caméras CCTV. On peut visualiser les personnes qui ont passé, faire des recherches dans ces endroits-là et avancer. C'est un travail de grand talent, de travail de fourni.
Mais il ne faut pas désespérer. Lorsque Oui. tu fais une enquête, il ne faut pas désespérer. Il faut toujours avancer et faire le maximum de recherches oui. pour élucider cette affaire et donner justice à la victime, à la personne, à la famille qui ont été victimes de ce crime. Oui. Merci beaucoup à monsieur le commandant Farhan Abdelrahman et bon courage pour le reste de votre travail. Vraiment, vous faites un travail remarquable qui peut vraiment faciliter le jugement d'une affaire ou d'une enquête. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons donc suivre un reportage sur le service du laboratoire technique et scientifique de la police nationale. Le laboratoire technique et scientifique de la police nationale a pour vocation d'aider à résoudre les enquêtes et à identifier les auteurs d'infractions grâce à des procédés modernes. Équipé d'un matériel flambant neuf, le laboratoire technique et scientifique est une structure unique en son genre dans la Corne de l'Afrique. En vue de mener à bien leur mission, les policiers de ce service sont amenés à utiliser des moyens physico-chimiques afin de relever les traces laissées sur une scène de crime et de les analyser. La mise en place de ce laboratoire répond à la volonté du directeur général de la police nationale en vue de doter la police technique et scientifique d'équipements à la pointe de la technologie pour répondre de manière efficace et efficiente aux missions qui leur sont assignées. Le laboratoire de police technique et scientifique est organisé en plusieurs services qui offrent d'importantes connaissances dans l'application légale pour l'administration des preuves. Il s'agit du service de biologie, du service d'incendie et explosion, du service de toxicologie et stupéfiants, du service des traces physico-chimiques et du service balistique. Les missions du laboratoire de la police technique et scientifique sont de fournir des services de laboratoire scientifique à la demande d'un organisme chargé de l'application de la loi. Le laboratoire a également pour mission de soutenir le système de justice pénale avec des services de qualité et de rapidité afin de promouvoir la sécurité publique. Les objectifs du laboratoire de la police technique et scientifique sont de fournir au système de justice pénale de Djibouti un laboratoire complet doté des capacités les plus récentes en matière d'analyse de la biologie, des preuves à l'état de trace, des substances stupéfiantes, de la toxicologie, des armes à feu, des munitions et des incendies et explosions. Le laboratoire a aussi pour prérogative d'être prêt à donner la priorité aux crimes les plus graves et lorsque cela se justifie, il doit être prêt à fournir une assistance immédiate pour faciliter les enquêtes en cours. Le service balistique détermine les types d'armes, de munitions, de résidus de tir de comparaison, la trajectoire de tir. Ce service participe également à la création d'une base de données de munitions et des armes légales présentes sur le territoire djiboutien. Le macroscope de comparaison motorisé modulaire Leica FSC est utilisé pour une large gamme d'expertises judiciaires, notamment la balistique, l'examen de traces d'outils et la comparaison de documents. L'automatisation intelligente se combine à une conception ergonomique exceptionnelle. Les 5 macro-objectifs à correction apochromatique comprennent une grande ouverture numérique et des diaphragmes d'iris réglables intégrés pour des performances optiques et optimales. Plusieurs modes d'image, tels que les images fractionnées, superposées et combinées, peuvent être sélectionnés par la simple pression d'un bouton. Cette plateforme pratique permet une reproductibilité, une précision et une efficacité accrue. Le service de traces physico-chimiques analyse les débris de verre, de fibres, de peinture, de sable, de filaments de lampe et d'adhésifs.
Le service de biologie a pour mission de créer des bases de données de profil génétique sur les individus et les traces trouvées sur les scènes de crime. L'identification, par comparaison, entre un prélèvement buccal fait sur une personne suspecte et une trace biologique telle que le sang, les spermatozoïdes, la salive, les cheveux, les os, la peau d'un individu relevé sur une scène de crime. La machine appelée Rapid DNA permet de faire les analyses d'ADN. Ses spécificités sont qu'elle permet de fournir un profil génétique en 90 minutes, alors que dans un système classique d'analyse, les résultats n'étaient établis qu'après 24 heures. Cet appareil est robuste et il peut être déplacé sur le terrain. Par exemple, en cas de crash d'avion ou d'accident ferroviaire, la machine Rapid DNA peut être transportée et faire les prélèvements sur le site. Les écouvillons utilisés pour les prélèvements d'ADN absorbent beaucoup plus de matière génétique. Cette machine, appelée Rapid DNA, n'est installée que dans 3 pays africains. Le service d'incendie-explosion est chargé de la rédaction du rapport d'expertise sur les causes de l'incendie, la détermination du foyer du feu, l'analyse et la recherche des présences de traces de carburant ou autres produits pouvant être à l'origine de l'incendie, de la détermination de la cause d'une explosion par l'analyse des résidus d'explosifs et une éventuelle reconstitution d'engins explosifs, mais aussi d'analyser tout type de produits pouvant être suspectés de produits explosifs. Le service de toxicologie et stupéfiants effectue les analyses médico-légales faites lors des autopsies, la détermination du taux d'alcoolémie, les analyses des toxiques lors des soumissions chimiques, la création de bases de données des produits stupéfiants, l'identification et dosage des produits stupéfiants et la détermination de la présence de produits hallucinogènes dans le sang. C'est tout donc pour ce reportage sur le laboratoire technique et scientifique de la police nationale. Comme vous l'avez si bien regardé, il est équipé des matériels de pointe de dernière génération. À présent, 2 autres responsables sont sur le plateau, à savoir lieutenant Dilla Mirgan en charge du service balistique et adjudant Fadhia Diri Doubed en charge du service identité judiciaire. À présent, je donne la parole à lieutenant Dilla Mirgan. Dilla, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur le service balistique? D'abord, je vais commencer par me présenter. Je me nomme Dilla Mirgan Omar, chef de la section balistique. Dans un premier temps, je vais vous parler de la balistique. Et ensuite, vous dire le rôle que joue en fait la balistique dans les affaires de meurtre par arme à feu. La balistique, c'est une science qui a pour objectif d'étudier les mouvements des projectiles. Un projectile, c'est un objet lancé à la main ou avec un instrument qui est destiné à atteindre sa cible ou son objectif. La balistique judiciaire, en fait, c'est une technique de police judiciaire qui permet d'élucider les circonstances des tirs à partir d'une arme à feu, par une arme à feu. Elle consiste également à essayer de déterminer la nature de l'arme utilisée, le nombre de coups de feu tirés, la distance et la direction du tir. La section balistique, en fait, dispose d'une machine, d'un appareil. C'est un macroscope motorisé de comparaison. C'est un macroscope de comparaison motorisé de marque Leica FSC. En fait, cet appareil nous permet de relever les informations et des signes particuliers qui se trouvent sur la douille. Par exemple, si dans une scène de crime, on trouve des douilles et qu'on trouve on suspecte quelqu'un, par exemple, qu'on trouve une douille ou une balle, on va comparer les 2 douilles sur le macroscope. Juste à côté se trouve un écran. Cet écran nous permet de diffuser l'image qui suit. Et pour voir exactement, il y a les marques laissées par le percuteur sur l'amorce. C'est à partir de ça qu'on pourrait savoir si l'arme, les 2 douilles en fait proviennent d'une même arme, que
le truc a été tiré par une même arme. D'accord. C'est ça en fait, la balistique. D'accord. Du moment que vous êtes en charge du service balistique, est-ce que vous disposez d'une base de données qui regroupe l'ensemble des munitions ou armes qui sont enregistrées dans la République du Djibouti? Oui, pour que vous ayez une facilité lors de vos enquêtes et tout ça? Non, pas encore, mais on a une armerie à la police. Donc, on peut savoir quelle arme on a utilisée. Mais pour l'instant, on ne dispose pas de base. De base de données? Oui, base de données. Oui, en fait, on est en train de créer, on fait les démarches pour commencer la création de la base de données balistique. Tout doit se faire par autorisation, comme c'est un peu sensible les armes à feu. Tout doit se faire méthodiquement et sans qu'il y ait de personnes blessées, sans qu'il y ait de personnes, sans mettre en danger qui que ce soit. Donc on va commencer par les armes que la police nationale détient. On fera des tirs d'essai, on appelle ça des tirs d'essai, pour récupérer les douilles, récupérer les balles et essayer de faire de comparaisons avec et de mettre dans la base de données. Donc sur une douille, il y a des traces qui vont être laissées par l'éjecteur. Lorsque l'arme tire, il y a le percuteur qui va percuter à l'arrière de la douille. Il va laisser une trace sur la douille et au moment de l'éjection, pour éjecter la douille et remettre une autre cartouche pour commencer à dégainer. Donc on va essayer de rechercher sur ces points-là les traces de ressemblance. Sur la balle, on va essayer de rechercher les stries qui peuvent être laissées au niveau du passage dans le canon. Le canon, la balle, lorsqu'elle sort du canon d'une arme, à l'intérieur, il y a des stries en hélice, en forme hélicoïdale, pour permettre à la balle de se projeter, de partir sur une trajectoire directe et donner une accélération, parce qu'elle va commencer à tourner. Cette forme hélicoïdale qu'il y a dans le canon de l'arme va donner une rotation à la balle et ça va permettre à la balle de partir plus loin à une direction directe et il va laisser, donc le passage sur le canon va laisser ces stries-là hélicoïdales sur la balle. Donc on va comparer par rapport à ces stries et essayer de voir s'il y a des ressemblances. Donc c'est toujours un travail minutieux. Il faut vraiment se concentrer, regarder, c'est des petites lignes qu'on peut agrandir avec le macroscope de comparaison. Le macroscope, il a plusieurs mamelles, on appelle mamelles, c'est des loupes. Il a plusieurs mamelles, on peut agrandir jusqu'à 400 fois l'image et tout est visionné sur écran. Donc il y a l'opérateur qui regarde, il essaie de faire pivoter la douille et mettre devant l'écran. Il essaie de vérifier à chaque fois en direct. Il a l'image qui sort sur son écran. Donc il est équipé de caméras et il y a des lumières, il y a effet de fluorescence. C'est un appareil aussi qui est en Afrique, il n'y a que 6 pays qui ont cet appareil-là. Il y a des grands pays en Afrique qui n'en disposent pas. Donc c'est ce que je disais, que Djibouti est petite en espace, mais elle est grande en technologie. Merci pour ces précisions, commandant Farhan Abdelrahman. À présent, je passe la parole à l'adjudant Fadhiya Diri Doubed en charge du service identité judiciaire. Salam alaikum. Bonjour. Je me présente, adjudant Fadhiya Diri Doubed, responsable de section d'identité judiciaire. La section identité judiciaire est divisée en deux parties. Une partie, c'est une partie d'archives où on archive tous les fichiers pénals. C'est-à-dire le fichier pénal, ce sont des individus qui ont commis des infractions auxquelles les différents services de la police judiciaire
nous ramène afin qu'on puisse les prélever les empreintes digitales et prendre aussi la photo d'identité, son visage, le profil. Et puis, on les classe, on les saisit afin qu'on puisse le mettre dans une base de données, la FIS. Ceci va nous permettre d'identifier si la personne ou c'est un récidiviste ou s'il peut être ayant commis une infraction autre, c'est-à-dire si dans une scène de crime, on peut trouver des empreintes qu'on puisse le mettre dans la FIS afin que nous puissions nous relever certains individus. Et aussi, on utilise un autre appareil, SICAvenger. C'est un appareil qui est composé, qu'on a versé toute la base de données de l'identité judiciaire, toutes les personnes pénales. Et cet appareil consiste à prélever les empreintes digitales de l'individu et aussi l'iris. Et aussi, elle permet aussi de photographier. Celle-ci nous permet aussi d'utiliser des personnes interpellées en posant leur pouce sur l'appareil afin que nous puissent nous donner le renseignement complet de l'individu sur le lieu lorsqu'on ne se trouve pas au sein du service. Cet appareil, on le déplace sur le lieu, soit sur un lieu d'un scène de crime ou dans d'autres lieux de signalisation afin qu'on puisse trier et mettre toutes les personnes récidivistes et les nouveaux individus. Et il y a une autre, elle est divisée sur le service d'archives. Il y a un autre service. Ce service est composé des éléments qui partent sur le terrain, c'est-à-dire sur les scènes d'infraction, afin qu'on puisse récolter, constater le crime. C'est-à-dire lorsqu'on part sur un lieu de scène de crime, on doit constater, prélever des éléments d'indice afin qu'on puisse les analyser et transmettre aussi au labo. Afin que ces éléments matériels qui ont été prélevés sur la scène de crime, au niveau du labo, leur permettent de leur faire parler ces éléments matériels pour qu'ils puissent devenir des preuves matérielles et qui puissent aussi condamner les auteurs. Mais lorsqu'on part sur la scène de crime, les éléments qui doivent se trouver doivent porter leur équipement. C'est-à-dire les individus doivent porter le combinaison, le masque, ils doivent se protéger pour qu'eux-mêmes ne laissent pas de traces, soient protégés et qu'ils ne laissent pas aussi leurs traces. Donc les traces qui ont été répertoriées doivent avoir une traçabilité, c'est-à-dire chaque scellé, chaque objet, élément trouvé doit être numéroté, donné un numéro de scellé afin que puisse être transmis aux différents services du labo de la police technique scientifique qui puissent eux-mêmes faire de recherche et analyser le travail sollicité. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter de plus? Ça va? Si je peux rajouter un petit peu sur ce que vient de dire l'adjudant Fathia. La base de la police technique scientifique, c'est l'identité judiciaire. C'est les techniciens de scène des crimes qui partent sur la scène pour récolter tous ces indices dont on vient de parler. Si le travail est bien fait à la base, en haut, le travail va être correct. Le jugement va être correct. Les enquêtes vont être correctes. Donc, c'est eux qui sont à la base de la chaîne. Ils partent, ils se déplacent sur la scène des crimes, ils doivent se protéger. Ils mettent les équipements de protection individuelle, les gants, combinaisons, masques, sous-chaussures, pour ne pas laisser leurs traces qu'ils ne ramènent pas dans la scène de crime. Donc, une fois qu'ils prélèvent, et tous ces indices-là sont bien notés, sont bien archivés, il y a des fiches qui sont établies pour chaque scellé, il faut qu'il y ait une chaîne de conditionnement de l'indice pour qu'il y ait une traçabilité de l'indice depuis la scène de crime jusqu'au juge, jusqu'au parquet, jusqu'au procureur. Il faut qu'il y ait une traçabilité. On voit que l'indice est passé de là, il est parti à tel service, il est parti à tel service, il est parti à tel OPJ, à telle personne. Tout le monde signe sur la fiche,
tout le monde met la date de récupération de l'indice et qu'on sache qui a travaillé, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ces recherches-là. Tout doit se faire proprement. Dans la transparence. Dans la transparence. Voilà, pour que à la fin, il y ait un jugement correct. C'est ça la base, le but de la police technique scientifique. Donc tout se fait à la base par l'identité judiciaire. Donc c'est eux qui partent sur la scène des crimes. Ils sont assistés par les OPJ. Ils partent, ils mettent un périmètre de sécurité. Ils établissent un périmètre de sécurité pour préserver la scène. Ils mettent leurs équipements dans un endroit sûr et propre pour ne pas contaminer, salir la scène et commencer à travailler, évoluer, mettre des cavaliers, prendre des photos, prendre des distances entre les différents indices. Donc c'est un travail qui est énorme. Ça nous prend du temps. Lorsqu'on part sur une scène de crime, on peut rester durant 6 heures, 8 heures sur un cambriolage. D'accord. Avec la chaleur à Djibouti, lorsque tu mets la combinaison, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est très chaud, mais on doit le faire. On doit le faire proprement, correctement. Et professionnellement. Voilà, de façon professionnelle pour aider les enquêteurs et aider la justice, le procureur, le parquet, pour établir un bon jugement. Donc c'est toujours ça notre objectif. Et tout en profitant de cette occasion, monsieur le commandant, quel est le message que vous pouvez transmettre au public afin de laisser tout le temps, ou bien à chaque fois qu'il y a une infraction, la scène de crime intacte? Merci pour cette question, Mohamed. C'est vrai que à Djibouti, la curiosité n'en manque pas. Dès qu'il y a un crime, dès qu'il y a un cadavre sur une scène de crime, tous les gens veulent partir sur le lieu, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, essayer d'avoir la une, avoir la une, le scoop pour ramener chez lui. Et là, le fait que ces gens-là se ramènent sur la scène des crimes, ils commencent à polluer la scène. C'est difficile pour nous de rechercher les indices des auteurs lorsque une centaine de personnes sont rentrées sur le lieu, se sont rapprochées du corps. S'il y a une toute petite goutte de sang qui se trouvait sur ces lieux-là, lorsque ces gens-là vont se bousculer et écraser ces indices, cette petite goutte qui allait nous conduire vers l'auteur va disparaître. Oui. Et l'auteur principal qui a tué quelqu'un, qui a commis ce crime horrible, il va disparaître des mailles de la justice à cause de notre curiosité. Donc j'appelle la population à être plus vigilante, oui. Voilà, être plus vigilante et de penser à ce travail que l'on doit faire après. Et qui peut déterminer, la cause, l'auteur, nous conduire vers ces pistes-là. Oui. Donc si une personne a été victime d'un cambriolage, elle ne doit pas aller chercher qu'est-ce qu'on a cambriolé et commencer à toucher partout. Tu constates, tu vois qu'il y a eu quelque chose qui est suspect dans ta maison, tu appelles le commissariat de police dans ton secteur et c'est eux qui vont venir appeler les services concernés pour faire leur travail. Mais lorsque toute la population, toute la famille va venir toucher, des fois les femmes de ménage effacent les lieux, on nous appelle et on nous dit « Ah non, c'est pas la peine, ici la femme de ménage, elle a déjà fait passer l'Ajax, elle a effacé la… » Et les traces ont disparu. Les traces ont disparu. Donc j'aimerais que la population soit consciente de ces petites traces qu'on ne voit pas, mais nous on peut les voir, nous on peut les faire parler. Donc laisser l'endroit intact pour qu'on puisse faire rechercher ces traces et indices, les faire parler et nous conduire vers les criminels. D'accord. Donc avant de clore cette table ronde, j'aimerais bien, commandant Farhan Abdelrahman, de revenir un peu sur le service d'incendie et explosion. Le service de l'incendie et explosion est une section principale
du laboratoire. Parce que malheureusement, surtout dans cette période d'été, il fait chaud. Malheureusement, il y a beaucoup d'incendies qui se déclarent dans la République, à Djibouti, ici en capitale. Et on doit aller faire des recherches, on doit aller faire des prélèvements. Avant ça, on ne faisait pas ces recherches, on faisait juste essayer de suivre, enquêter avec les témoins par où ça a commencé, essayer de chercher le foyer du feu. Mais maintenant, on a les équipements qui permettent de nous donner exactement là où ça a commencé et par quoi ça a commencé, et essayer après de rechercher les criminels en s'appuyant avec les enquêteurs. Donc la machine, le spectromètre de masse NX-TQ2020, c'est aussi un appareil qui est très sophistiqué et qui permet d'établir les éléments de trace. Parce que les pompiers, lorsqu'ils vont venir, ils vont intervenir, ils ne vont pas attendre que nous, on vienne chercher nos prélèvements. Ils doivent d'abord sécuriser les lieux, éteindre le feu. Donc en éteignant, ils vont mettre leur pompe à eau partout et ça va mouiller, ça risque de détruire normalement les traces qu'on doit rechercher dans la Seine. Mais cet appareil-là, il permet de rechercher les traces qui sont à l'ordre 10,12 grammes. Il permet de rechercher. Donc même si les pompiers ils ont lavé les lieux, ils ont pulvérisé leur eau pour éteindre le feu, si je fais le prélèvement, je vais trouver les traces de carburant ou bien de l'élément qui a causé. Grâce à cet appareil-là, qui est un appareil aussi unique ici dans la Corne de l'Afrique. Donc tous ces appareils-là, ce sont des appareils qui sont très sophistiqués, qui demandent des formations. Et c'est grâce à ces formations-là qu'on a pu acquérir cette expérience, parce que ces appareils n'existent pas ici à Djibouti. La plupart d'entre nous, les officiers qui sont responsables de ces sections-là, ils ont eu des formations à l'étranger, en France, aux États-Unis, sur ces appareils, manipulés avec ces appareils pour être prêts pour le fonctionnement du laboratoire. Donc ça, c'est la volonté du directeur général, le colonel Abdillahi Abdi Farah. C'est lui qui a vu que c'est très important de former, de préparer la ressource humaine avant de mettre en place toutes ces machines et le bâtiment. Donc, il avait cette vision déjà en avance et on a travaillé en planifiant petit à petit. Donc, avant que le laboratoire ne soit terminé, la plupart d'entre nous ont bénéficié de formations en France pour 2 mois, pour quelques semaines. Tout dépend du secteur professionnel. Donc maintenant, on est prêt à faire les analyses, les équipements sont là. On est là pour aider les enquêteurs pour élucider leurs crimes. D'accord. Merci à vous, commandant Farhan Abdelrahman. Merci à vous aussi. Merci à vous tous. Comme l'a si bien précisé commandant Farhan Abdelrahman, la mise en place du laboratoire technique et scientifique de la police nationale est une volonté du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, qui a voulu doter la police technique et scientifique de matériel de pointe, des matériels donc d'équipement, des équipements, je veux dire plutôt, à la pointe de la technologie, afin qu'ils puissent répondre des missions qui leur sont assignées. Merci à vous, bravo, et surtout un grand bravo au directeur général de la police nationale qui fait en sorte à chaque fois à ce que chaque fois la police évolue dans tous les secteurs.
Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette table ronde. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.